Bah, je comprends pas. Les PP Roman Reigns m'avaient pourtant dit que Cody Rhodes n'allait pas faire le main event de WrestleMania cette année. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le récap du Royal Rumble 2024. Et on ne perd pas une seule seconde, on va directement parler du Royal Rumble féminin qui a duré environ 1 heure et 5 minutes. Ma note pour ce combat est de 4 sur 5. Il y a énormément de choses à dire, c'est un Royal Rumble. Je vais essayer de ne pas m'embrouiller, d'être plutôt clair, de faire dans l'ordre chronologique, comme ça sera moins compliqué pour vous et moins compliqué pour moi surtout. On a vu directement une Natalya rentrer en numéro 1 et surtout en numéro 2, et ça c'était quand même pas n'importe quoi. Naomi faire son retour à la WWE, elle qui était du côté de la TNA, qui est de retour donc à la WWE. C'était un retour qu'on attendait, c'était un retour qu'on avait prévu lors de ma vidéo pronostic, et plutôt cool, la même entrée qu'à l'époque, le même tête d'entrée, très sympathique, voilà, très sympa de revoir Naomi dans ce moment-là, elle reçoit une belle pop de la part du public, franchement le Rumble débute vraiment bien. Et je parlais de la TNA, eh bien on va en reparler car en numéro 5, eh bien Jordynne Grace, l'actuelle championne féminine de la TNA, va faire son apparition, il va rentrer dans le Royal Rumble. Et c'est vraiment très cool, un crossover TNA WWE qu'on avait déjà vu à l'époque avec Mickie James qui elle aussi était championne féminine de la TNA, elle était rentrée dans le Royal Rumble avec ce titre-là, donc on n'hésite pas du côté de la WWE à faire ce genre de crossover. Est-ce que c'est un crossover qui indique qu'on pourrait en voir d'autres ? Peut-être, peut-être pas, parce que à l'époque du Rumble et de l'apparition de Mickie James, on n'avait rien eu ensuite par la suite. Donc est-ce que on pourrait avoir d'autres choses entre TNA et WWE sur le papier, ça serait vraiment cool. Mais en tout cas, Jordynne Grace va faire une superbe impression, hein. C'est une machine physiquement et le public a vraiment bien réagi à elle, à son apparition, a bien popé pour elle. Donc j'étais content pour elle, même si je la connais pas énormément. Et elle a vraiment fait une belle performance, elle a vraiment mis la TNA en avant. Et ça pour le coup, c'était le but et ça a été réellement réussi. En plus de cela, elle va avoir un vrai face-à-face avec Naomi. Elles se sont affrontées, si je dis pas de bêtises, il y a quelques semaines du côté de la TNA, donc c'était plutôt cool de les retrouver ensemble sur un ring de la WWE, donc ouais, le Rumble part vraiment bien. Mais justement, je trouve qu'on va avoir un vrai trou d'air pendant plusieurs minutes, pendant plusieurs entrées, et c'est pas dû aux superstars forcément, mais c'est juste que le Royal Rumble n'a pas eu 40 000 surprises, et c'est aussi le problème des Royal Rumble, c'est-à-dire que tu t'attends toujours à une surprise, numéro 1, numéro 2, numéro 3, tu attends toujours une surprise. Maintenant, tu vois aussi des femmes du roster actuel, forcément, et ça j'en ai parlé sur Twitter. Le gros problème, c'est que la plupart des thèmes d'entrée actuels des superstars féminines, je ne les connais absolument pas. Vraiment, il y a plein de thèmes où je mets 5 secondes à me dire « mais c'est qui ?» Et après je vois le nom. Ok, bon j'avais pas deviné, je m'en rappelais plus de ce thème, tellement ils sont génériques, tellement ils ne sont pas bons, ça montre à quel point il y a des problèmes, et ce type d'événements, les Royal Rumble avec les entrées qui s'enchaînent, nous montrent et nous permettent de voir à quel point, ouais, il n'y a vraiment aucun effort fait en termes de thème d'entrée depuis des années, et ça se ressent réellement, et donc dans ce Rumble on va avoir un vrai trou d'air, jusqu'au moment je trouve où il y a une certaine Chelsea Green qui va rentrer, et il va y avoir vraiment de la pure comédie avec elle, et je trouve que c'est une des MVP de ce Rumble, Chelsea Green, parce que elle va se relever, elle va prendre des coups, elle va se relever, elle va prendre des coups, on va croire à un moment donné qu'elle est éliminée. Il y a toute cette histoire avec Nia Jax et avec Piper Niven qui est sa partenaire, où finalement elle va la frapper sans faire exprès, mais à tellement de reprises. Vraiment, Chelsea Green fait une énorme performance en termes de comédie, et c'est elle qui va réussir à boucher ce trou qui vraiment a duré assez longtemps dans ce Rumble. Pendant cette période-là, on va avoir du Becky Lynch, du Bianca qui va rentrer, donc Bayley en numéro 3. Vraiment, on a à peu près toutes les favorites du Rumble qui vont rentrer, et on va attendre la fin du Rumble pour en voir d'autres. Mais on a aussi quelques moments comiques avec R-Truth qui va faire son entrée, évidemment, à la place de Valhalla. Évidemment, R-Truth n'a rien à faire ici, hein, c'est le Royal Rumble féminin, mais R-Truth va rentrer dans le Rumble, va faire n'importe quoi. Il est totalement perdu, on va retrouver R-Truth plus tard dans la soirée, on aura le temps d'en reparler, mais voilà, c'est toujours aussi drôle, R-Truth, ça fonctionne toujours autant. Pendant cette période-là, et je suis désolé, je suis obligé de le noter, je suis obligé de le mettre en avant, mais on a Maxxine Dupri qui va faire son arrivée, et la prestation est cataclysmique, elle est catastrophique. J'ai l'impression de voir Kelly Kelly, mais dans ses très mauvaises heures. Et je dis pas que Kelly Kelly a eu des heures sublimissimes, mais vraiment c'était du Kelly Kelly, mais de bas niveau. Quand elle doit faire ce ciseau-tête sur Bayley, j'étais tellement gêné devant mon écran. C'était pas beau, et problème d'incompréhension à plusieurs reprises. Bref,
On voit qu'il y a du travail, et est-ce que le travail suffira pour Maxine Dupree? On en a déjà parlé à plusieurs reprises. J'en suis pas certain. Mais globalement, il y a certes un trou d'air, mais je trouve que le rythme du Rumble est correct. Je sais pas pourquoi, mais l'action sur le ring est plutôt intéressante et je m'ennuie pas réellement dans son Rumble, malgré le fait qu'il n'y ait pas énormément de surprises. On notera qu'il n'y a pas eu de légende. Vous le voyez pas, mais je fais des guillemets dans le sens où on n'a pas eu de Hall of Famers, d'anciennes catcheuses type Michelle McCool ou ce type de gens-là qu'on avait vu les précédentes années. Non, on n'a rien eu de tout ça. On a privilégié le roster actuel et ça me gêne pas, honnêtement. Alors, j'aurais pas dit non à une ou deux légendes, mais on s'était trop reposé justement sur ce roster de légendes ces dernières années. Là, tu as un vrai roster féminin qui est assez complet. Eh bien, profites-en pour les mettre en avant. Et ça, j'ai trouvé ça cool. Et en parlant de roster féminin, évidemment, on va parler des femmes du côté de NXT avec Roxanne Perez qui rentre en 27 et Tiffany Stratton qui rentre en 29. C'était celle que j'attendais dans le Rumble et Roxanne Perez fait une belle apparition mais ensuite pas grand chose. Tiffany Stratton fait une belle apparition elle aussi avec une belle Swanton mais ensuite pas grand chose. Bref, elles n'ont pas été énormément mises en avant mais j'ai trouvé ça cool de les voir dans le Rumble et je pense que c'était les deux femmes qui devaient être dans le Rumble. C'est un petit clin d'œil mais voilà, voir une ou deux superstars de NXT c'est toujours très important je trouve. Et donc là on est dans les dernières positions. Et en numéro 28, on va avoir Jade Cargill, prestance phénoménale, aura phénoménale. Le thème d'entrée, je ne l'ai pas réécouté, mais je sais pas. J'ai pas été, on va dire, surpris, j'ai pas été comme un fou sur ce thème. Mais pour le coup, ouais, le charisme est présent, on le savait, on s'en doutait qu'elle allait faire son arrivée, son premier match dans le Rumble féminin 2024. C'était attendu et je trouve qu'elle a fait une super prestation. Elle est restée un peu de temps sur le final, mais surtout, grosse prestation. Elle élimine Nia Jax qui avait fait beaucoup de dégâts auparavant et elle va l'éliminer, mais d'une facilité. Vous voyez à quel point elle porte Nia Jax facilement. C'est vraiment très anodin pour elle de porter Nia Jax, t'as l'impression. Et même la manière de l'éliminer, c'est très facile pour elle. J'ai trouvé ça hyper impressionnant. Et je trouve que même sur le peu de temps qu'elle a sur le ring, j'ai trouvé très à l'aise, très comme si elle était chez elle déjà directement. Et ça, franchement, c'était une très très belle apparition pour Jade Cargill. Pour une arrivée dans le roster principal, pour une arrivée du côté de la WWE, je trouve que c'est une totale réussite. Elle va même se retrouver dans les 3 dernières si je dis pas de bêtises. Parce qu'en numéro 30, on attendait des noms, on attendait peut-être des surprises. On a eu une vraie surprise. On a eu le retour de Liv Morgan qui était absente depuis des mois et des mois. Certes, personnellement, j'avais misé sur Sasha Banks, mais très heureux de voir Liv Morgan. Petite parenthèse, je pense que si Sasha Banks n'a pas fait son apparition au Royal Rumble, je pense que c'est mort pour un retour à la WWE. En tout cas, ce n'est que mon avis, mais en tout cas, très heureux de voir Liv Morgan. Je sais que forcément, numéro 30, ça va faire débat, évidemment. J'aurais peut-être inversé Jade Cargill et Liv Morgan. J'aurais peut-être mis Cargill en numéro 30, Morgan en 28 ou en 27, je ne sais plus, mais j'aurais peut-être inversé cela. Ça aurait peut-être eu un impact un peu plus fort, même si je trouve que c'était très intéressant et très cool de mettre Liv Morgan en avant de cette manière. Jade Cargill d'ailleurs va même éliminer Becky Lynch, si je dis pas de bêtises, donc gros impact. Et donc on se retrouve à 3, Jade Cargill, Liv Morgan et Bayley. Et ces dernières années, on aime bien faire ça maintenant de la WWE, d'avoir des finishes qui s'enchaînent. C'est-à-dire que l'avant-avant-dernier va se faire éliminer et le dernier se fait directement éliminer avec donc le gagnant qui est désigné. C'est un finish qu'on a déjà vu ces dernières années et c'est ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire que c'est Liv Morgan qui va réussir à éliminer Jade Cargill et directement après, Bayley va éliminer Liv Morgan pour gagner le Royal Rumble 2024. C'était ma prédiction. Honnêtement, il n'y avait pas réellement d'autres noms. Alors, on avait pensé à Becky, Bianca, mais franchement, celle qui était la favorite et de très loin, c'était Bayley et elle l'a remporté. Elle a fait une prestation très honnête, même si j'ai pas grand chose à noter. Elle est juste arrivée en 3ème et elle est restée du coup pendant 1 heure environ. Et donc, elle a cette performance d'Iron Man, mais voilà, c'était pas non plus exceptionnel. Mais on l'a quand même mise en avant de cette manière-là. Et Bayley va donc aller affronter une championne à Mania. Alors on nous a montré Rhea Ripley, on nous a montré Io Sky, c'était très cool la manière dont ça a été fait. À chaque fois on nous montrait en backstage la réaction des deux championnes, c'était très sympa. Honnêtement, l'histoire est toute écrite et on en a déjà parlé, mais Bayley va forcément à un moment donné se retrouver face à Io Sky, va challenger Io Sky pour le titre. L'histoire est toute tracée et je pense que c'est ce qui va arriver. Alors je sais pas si ça va être désigné dès la semaine prochaine ou pas, mais ça va arriver. Mais très content pour Bayley, j'aime pas le terme elle mérite. Mais par rapport à tout ce qu'elle a fait ces dernières années, elle méritait pour moi quand même d'avoir une chance, une opportunité à cette place-là. Une place qu'elle n'a pas eue depuis longtemps dans
les main events, même si le match féminin pour moi ne sera pas dans l'un des main events de WrestleMania, mais vous voyez ce que je veux dire, dans une grosse place comme ça, donc je suis quand même très très content pour Bayley. Roman Reigns défend son titre de champion Universal face à Randy Orton, LA Knight et AJ Styles, un combat qui va durer 19 minutes. Ma note pour ce match est de 4 sur 5. J'ai pris du plaisir à voir ce combat, j'ai vu que c'était un combat qui avait beaucoup fait débat sur les réseaux sociaux, j'ai vu beaucoup de gens aimer, j'ai vu beaucoup de gens pas aimer du tout, c'était pas neutre, c'était vraiment du très positif ou du très négatif, et bah moi j'ai bien aimé, on va parler des défauts du match évidemment, mais globalement je trouvais que c'était un match vraiment bon, qui certes met un peu de temps à démarrer je trouve, il y a un vrai problème de rythme là aussi, et c'était ma crainte par rapport aux capacités des 4 superstars. C'est quand même plutôt des big men, des gens qui vont pas se déplacer vite, qui vont pas voltiger ou quoi que ce soit. Il n'y avait pas ce profil-là dans les 4. Mais on a 4 techniciens, on a 4 hommes très talentueux et surtout très matures sur un ring, très intelligents. Et donc, je m'attendais quand même à un bon combat et je trouve qu'on l'a eu. Je trouve que LA Knight est celui qui fait la meilleure performance et celui qui a été le plus mis en avant. Et malheureusement, celui qui fait la moins bonne performance, et désolé de m'acharner dessus, mais c'est Roman Reigns. Roman Reigns qui m'a paru très feignant dans ce combat. Alors, on n'a pas eu le scénario que j'ai craint à un moment donné, le côté Roman Reigns qui se fait attaquer dès le début et qui va dormir pendant 10 minutes pendant le combat et qui va revenir ensuite pour un comeback. On n'a pas eu ce scénario-là, et heureusement, mais pour le coup, il est impliqué dans le match, il est bien là. Mais il va vraiment pas faire grand chose, c'est d'une feignantise sans nom, encore une fois je ne sais pas si c'est de sa faute, le booking ou quoi que ce soit, mais je le trouve tellement effacé dans ce combat. C'est quand même le champion Universal, c'est quand même le gars qui est champion depuis 1300 jours, il est transparent. Et c'est bien dommage parce que tous les ingrédients sont réunis pour avoir un gros combat de la part de Roman Reigns. On a une atmosphère, je trouve, de gros match. La grosse présentation de Samantha Irvin était vraiment cool. On a un AJ Styles qui a enfin décidé d'avoir une vraie tenue de catcheur. Ça fait quand même plaisir, mais j'en rigole, mais ça fait plaisir quand même de le voir en vraie tenue et pas de le voir avec un pantalon dégueulasse. Ça fait plaisir. On a un Orton qui fait du Orton, mais le fait bien. Et comme je l'ai dit, on a eu un LA Knight qui était vraiment bien dans son combat. Donc un peu déçu de Roman Reigns. Je trouve ça un peu dommage. Évidemment, le moment où je pense où le match a tourné et le moment où ça a pu blaser des gens, ça a pu choquer les gens, cette fin de match ou pas, c'est l'intervention de Solo Sikoa au moment où Orton va réussir à porter des RKO sur tout le monde, va porter un super RKO sur AJ Styles, un énorme RKO sur Roman Reigns. Il a voltigé Roman Reigns, c'était vraiment très beau pour le coup. Orton va faire le tomber, 1, 2, et finalement l'arbitre va être expulsé à l'extérieur du ring par un homme capuché, et c'est Solo Sikoa. Alors faudra m'expliquer, Solo, pourquoi tu mets une capuche. Vraiment, des fois la WWE c'est tellement bête, mais là pour le coup on atteint un niveau de débilité. Pourquoi Solo Sikoa met une capuche? Je veux dire, s'il est capuché ou non, ça ne change absolument rien. Pourquoi il met une capuche? Pourquoi il veut se cacher pendant 5 secondes? On sait que c'est toi. Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui vient aider Roman Reigns, c'est forcément toi ou Jimmy. Et dans tous les cas, tu enlèves ta capuche 5 secondes après. Et de toute façon, c'est un match sans disqualification. Donc vraiment, je ne comprends pas l'intérêt d'avoir mis la capuche pour Solo Sikoa. Ça m'a sorti du truc pendant quelques secondes, voire quelques minutes. Vraiment, je n'ai pas compris ça. Ça n'avait aucun intérêt, c'était débile. Là, Solo va s'occuper un peu de tout le monde et c'est le moment où t'en as marre parce que tu commences à comprendre la fin. Et on avait compris la fin dès le début, évidemment. On savait comment ça allait se passer. On a l'habitude avec les matchs de Roman Reigns, mais tu gardes toujours espoir. Tu te dis peut-être que ça va être un peu différent cette fois-ci. Eh bien non. Mais Solo va se louper, va passer à travers la barricade, et d'ailleurs il y va tellement violemment qu'il y a Samantha Irvin qui est derrière, elle a à 2 doigts de prendre un Solo Sikoa dans les jambes. Je pense que ça aurait pu être assez violent, donc ouais, c'était assez violent comme prise de la part de Solo. Et on a cette fin de match où on va rejouer sur la rivalité entre LA Knight et AJ Styles, et clairement ça va continuer après le Royal Rumble. On a un LA Knight qui va rebondir dans les cordes alors que AJ Styles allait porter justement son Phenomenal Forearm. Donc AJ Styles va tomber. Reigns va enchaîner avec un spear sur AJ Styles. C'est bien AJ Styles qui prend le tombé. 1, 2, 3, victoire de Roman Reigns. Heureusement, on n'a pas eu le tombé sur les 3 personnes. Vraiment, qui nous a été teasé à un moment donné. Ça aurait été un peu humiliant pour tout le monde. Et je pense pas que c'était le but de rabaisser tous les catcheurs sur le ring. Mais bon, je trouve le combat bon. La fin de match est vue et revue. Et sans inventivité, sans imagination. Ça c'est clair, je peux pas le nier, c'est sûr et certain, mais je trouve globalement qu'on a eu un bon combat avec 4 catcheurs qui se sont globalement donnés à part 1.
Donc voilà, j'ai été assez satisfait et Roman Reigns va évidemment continuer sa route jusqu'à WrestleMania en espérant qu'il se sorte un peu les doigts. On enchaîne avec Logan Paul qui défend son titre de champion des États-Unis face à Kevin Owens. Un combat qui va durer 13 minutes. Ma note pour ce match est de 4,25 sur 5, un match que j'ai adoré. Jusqu'à ce moment-là, c'est mon match préféré de la soirée. Je parlais de rythme et justement, je trouve que le match est bien rythmé. Et depuis quelques matchs, je le dis souvent en vidéo, mais je ne juge plus Logan Paul comme quelqu'un qui vient d'arriver, comme quelqu'un de l'extérieur. Je juge Logan Paul comme une superstar de la WWE, tout simplement parce qu'il nous a montré, il nous a prouvé qu'il était une superstar de la WWE et qu'il fallait le juger comme tel. Et je le juge normalement et il fait une excellente performance. Alors dans ce match-là, il va essayer de reblesser Kevin Owens, il va s'attaquer à la main de Kevin Owens. C'est un peu tout le principe de ce combat et qui a été, on va dire, un sujet de discussion sur les dernières semaines, la main de Kevin Owens et cette blessure-là. Et donc évidemment, Logan Paul va s'en prendre à cette main de différentes manières à différentes reprises. Et je trouve qu'il fait vraiment bien et je trouve que c'est un match qui se passe bien en termes de rythme. Je trouve qu'il y a une vraie alchimie entre les deux. Un Kevin Owens qui va être assez over, un Logan Paul en plus qui va être bien détesté, mais comme d'habitude. Donc il y a une vraie réaction de la part du public et je prends beaucoup de plaisir à regarder ce match. Il y a simplement un moment qui m'a sorti un peu du combat, je dois être honnête, c'est le moment où, un peu comme dans tous les matchs de Logan Paul, attention là aussi, on va avoir un de ses amis qui va vouloir intervenir, la sécurité va être là donc il va pas pouvoir réellement le faire, il va vouloir donner encore une fois le point américain à Logan Paul pour qu'il s'en serve pour gagner le match, et on va avoir Austin Theory et Grayson Waller qui vont se rajouter là-dedans, et là je trouve que c'est brouillon, je trouve que ça perd un peu trop de temps. En plus Austin Theory et Grayson Waller, de les voir là, est-ce que j'avais vraiment envie de les voir là? Je sais pas, vraiment pas. Donc c'est un peu brouillon. Il y a tout ce moment-là qui est vraiment hyper intéressant parce que Logan Paul va récupérer après ce point américain, va vouloir s'en servir sur Kevin Owens, mais ne va pas réussir à s'en servir et c'est Kevin Owens lui-même qui va réussir à le prendre, qui va porter un gros coup de poing et là on se dit c'est bon, le babyface qui se venge enfin de Logan Paul, le grand méchant, le grand heel qui gagne ses matchs avec ce point américain. Et non, et j'adore cette fin parce que Kevin Owens va faire le tomber 1 et 2 et au moment d'arriver à 3, l'arbitre va se rendre compte que Kevin Owens porte le point américain et va disqualifier Kevin Owens et donc Logan Paul reste toujours le champion des États-Unis. J'adore cette fin parce que l'arbitre a vu tout simplement qu'il y avait une erreur et c'est une erreur aussi de la part de Kevin Owens parce que Logan Paul, lorsqu'il donne un coup de poing avec ce point américain, il le jette directement, il le met de côté, comme ça on ne peut pas l'accuser de quoi que ce soit. Et Kevin Owens fait une erreur, il garde ce point américain sur la main et forcément l'arbitre le voit et le disqualifie. C'est une fin qui fait là aussi débat, une disqualification, c'est pas forcément plaisant sur le papier, mais je trouve que c'était justement innovant, nouveau, frais. En plus de cela, c'était mon pronostic que Logan Paul allait conserver ce titre et je pense qu'il va l'emmener jusqu'à Mania, on aura le temps d'en reparler. Mais j'ai adoré ça, j'ai trouvé ça vraiment très nouveau, très frais, très innovant. Et ça m'a plu, et j'ai trouvé ça vraiment bien pour terminer ce match. Et après le match, on termine en plus avec un babyface moment, j'ai envie de dire, avec un Kevin Owens qui va se venger, qui va s'en prendre à Logan Paul et qui va le faire passer à travers la table des commentateurs. Évidemment, on aura un match revanche entre les deux. Est-ce que ce sera Elimination Chamber? Je sais pas. Est-ce que ce sera lors d'un weekly? Je sais pas non plus parce qu'on sait que Logan Paul a signé un nouveau contrat avec la WWE et ça parle peut-être d'un contrat où il serait plus présent. Donc affaire à suivre, mais clairement l'histoire entre Kevin Owens et Logan Paul n'est pas terminée. Et le main event, le Royal Rumble masculin qui a duré je crois 70 minutes, 5 minutes de plus que le Rumble féminin. Ma note pour ce match est de 3,75 sur 5 et honnêtement, je suis peut-être un peu généreux. Je vais m'expliquer pourquoi évidemment, mais comme je l'ai dit déjà, c'est un match qui fait 5 minutes de plus que le Rumble féminin. Mais en termes de ressenti, j'avais l'impression qu'il faisait 1 heure de plus. Le rythme était catastrophique. Je trouve que sur le ring, il ne s'est pas passé grand chose. Et je trouve que globalement, on s'est un peu ennuyé. Alors vous allez me dire pourquoi t'as mis 3,75 qui est quand même une bonne note quand même pour un Rumble.
alors que tu t'es globalement ennuyé, bah ça reste un Rumble et il y a toujours le côté surprenant, le côté surprise, et il y a quelques apparitions, il y a quelques moments qui ont clairement fait remonter cette note, et on va en parler évidemment. Déjà, commencer le Rumble avec Jimmy face à Jey Uso, c'était une excellente idée, c'était quelque chose qu'on avait pu prévoir, mais c'était vraiment une bonne idée, il y avait une belle ambiance dès le début. Est-ce que ce match aura lieu à WrestleMania cette année? C'est la question qu'on se pose, tellement WrestleMania va avoir énormément de grosses affiches. Est-ce qu'il serait pas un peu perdu dans toutes ces grosses affiches? Je ne sais pas, mais c'était cool de démarrer là-dessus. Et directement, on va voir le retour en numéro 4 d'Andrade. Là aussi, un retour qui a été assez prévu, assez attendu, mais cool quand même. En plus, j'aime beaucoup la tenue, le masque, la musique. Je trouve que c'était plutôt bien. Et ce qui est intéressant, c'est que Triple H était en conférence de presse après donc ce show. Il a clairement dit... C'était peut-être pas le bon moment pour Andrade il y a quelques années à la WWE, mais maintenant ça l'est. Et c'est à lui de montrer. Et je suis plutôt d'accord avec lui. Parce qu'on connaît le talent d'Andrade, on sait à quel point il est bon sur le ring, mais on sait que ça ne suffit pas. Mais maintenant, c'est à lui de montrer. C'est à lui de montrer que, ouais, il peut être un élément important à la WWE aujourd'hui, sans être forcément quelqu'un qui va être dans le main event H24, mais quelqu'un qui est capable d'être important pour la WWE, et à lui de nous le montrer maintenant. Tout de suite après, en numéro 5, on va avoir la superstar de NXT, Carmelo Hayes, rentrer. Alors, c'était un peu différent, la hype n'était pas immense non plus, parce que Melo a déjà fait des apparitions du côté de SmackDown, donc il est entre SmackDown et NXT. Donc c'est pas pareil, mais content quand même de le voir dans le Rumble. C'est ce que j'avais imaginé et je trouve que c'est important de le voir dans le Rumble. Il va faire une prestation correcte sans être étincelant, mais il va rester assez longtemps dans le Rumble et ça c'est plutôt cool. On va avoir aussi la guerre qui va continuer entre Final Testament et le clan de Bobby Lashley. Ça va se passer à l'extérieur du ring. Finalement les deux vont s'éliminer, Karrion Kross, Bobby Lashley. Et donc cette histoire va continuer du côté de SmackDown, mais voilà, j'ai trouvé ça sympathique pendant le Rumble. C'était un moment que j'ai plutôt apprécié. Franchement dans ce début de Rumble c'était plutôt sympa. On va voir surtout, je trouve, pendant cette période-là où il se passe plus grand-chose, je trouve, pendant 20-25 minutes. Et je parlais de rythme, mais je trouve que là, vraiment, il y a un gros problème, il se passe vraiment rien. On va avoir de la comédie par Jimmy Uso qui, à chaque fois qu'il y a une superstar qui, sans le vouloir ou non, mais va l'aider, à chaque fois, il va vouloir être son allié, être son ami, et personne ne va vouloir être l'allié de Jimmy Uso, donc j'ai trouvé ça plutôt drôle. Mais clairement, il y a un gros problème à ce niveau-là, à ce moment-là, bah on s'ennuie. On s'ennuie tout simplement, il faut le dire, on s'ennuie pendant très longtemps dans ce Rumble. Et il va falloir attendre au niveau de la 17-18e place pour, je trouve, avoir un peu de dynamisme rajouté dans ce Rumble parce qu'on va avoir les big men qui vont entrer, les Bronson Reed, les Gunther, les Ivar, les Omos et un certain Bron Breakker en numéro 20, la superstar de NXT, qui va faire une entrée tonitruante. C'est pour moi le meilleur moment du Rumble, enfin en tout cas l'un de mes meilleurs moments de Rumble, parce que bon, je peux quand même pas oublier la fin, mais Breakker va être impressionnant. Breakker va être le Breakker qu'on voit du côté de NXT, et le Breakker qui devrait être déjà dans le roster principal. Il va enchaîner les spears, enchaîner les prises comme si de rien n'était, comme si il était une superstar du roster principal depuis des années et des années. Très à l'aise, Bron Breakker qui va éliminer d'ailleurs je crois Jimmy Uso, donc pas rien, qui va éliminer Finn Balor, pas rien non plus. Il va éliminer Ivar, donc un big man, pas rien non plus. Je crois que Breakker a peut-être le record d'élimination sur ce Rumble, donc pas rien. Et il va même éliminer Omos. Et d'ailleurs, ce qui est dommage, c'est qu'au moment où il élimine Omos, eh bien, il y a les décomptes. Et donc finalement, le public n'en tient réellement pas compte à un moment qui devait être vraiment important. Tu élimines Omos, le géant qui fait son entrée dans le Rumble, mais tu l'élimines pendant un décompte. Donc gros problème de timing à ce niveau-là. C'est vraiment dommage. Ça aurait été un vrai gros moment du Rumble. Et ça l'est pas. Et en même moment, au moment où il élimine Omos, il se fait éliminer par Dominic Mysterio. Donc là aussi, c'est pas réellement un gros moment parce qu'il y a l'entrée d'une autre superstar. Donc timing assez raté et Breakker en a parlé en interview après. Voilà, je suis à ma place dans le roster principal, il l'a dit clairement, donc ne soyez pas étonnés si Breakker fait son apparition dans le roster principal dans les prochaines semaines. Et en guerre contre le Judgment Day, vu ce qui s'est passé avec l'élimination de Dominic Mysterio, voilà, vous êtes prévenus. En tout cas, Breakker a vraiment marqué les esprits et c'est ce que j'attendais de lui. Dans ce combat là aussi, on va avoir de la pure comédie avec un Pat McAfee qui était de retour en tant que commentateur et ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. Alors je sais pas s'il le sera pour très longtemps ou c'était simplement pour un soir, mais c'était vraiment bien de l'avoir. Pat McAfee va rentrer dans le match, sauf qu'il arrive au moment où il y a tous les big men, où il y a du Omos, etc. Donc il va rentrer dans le match, rentrer sur le ring, et va se faire sortir lui-même. Voilà, il n'a pas envie. J'ai trouvé ça à la fois drôle et en même temps, est-ce que ça manque pas un peu de respect au Royal Rumble lui-même de faire quelque chose comme ça ?
C'est une vraie question. Je sais que ça a aussi fait débat de voir un Pat McAfee rentrer et se faire sortir lui-même. Je trouve ça pareil, je suis partagé. J'ai trouvé ça drôle et en même temps, je me pose des questions. Et évidemment, quand on parle de comédie, R-Truth va cette fois-ci bien rentrer dans le Rumble masculin, sauf qu'il n'a pas compris que c'était un Royal Rumble et pense que c'est un match tag avec Dominic Mysterio et donc va demander le tag à Dominic, va ensuite faire un hot tag à la manière de John Cena, son héros d'enfance. C'était génial et voilà, on le dit depuis des semaines et des semaines, mais R-Truth est fantastique dans ce rôle et me fait rire vraiment à chaque intervention. Et là, il a pas manqué, il a vraiment pas manqué, il a été génial, que ce soit dans le Rumble féminin, dans le Rumble masculin, c'est du grand R-Truth et ça a vraiment fait du bien. En numéro 27, on va avoir CM Punk, ça fait bizarre, ça fait quand même tellement bizarre de le voir catché dans un ring WWE en 2024, tellement bizarre que vraiment quand il rentre sur le ring, moi pendant quelques minutes, j'oublie presque le match et je me pose plein de questions et je regarde The Punk et j'ai l'impression d'être dans un univers parallèle, vraiment ça paraît tellement surprenant, improbable, c'est fou, c'est vraiment fou. CM Punk peut-être dans une forme correcte, je trouve pas dans une forme exceptionnelle, mais je trouve qu'il est dans une forme correcte et il va faire une belle performance, mais ça on aura le temps d'en reparler. Et le numéro 30, quelqu'un qui était attendu, qui était absent depuis des mois là aussi et qui s'est bien remis en forme là aussi, un bel shape de la part de Sami Zayn, content là aussi, hein, c'est un gros babyface, le mettre en numéro 30 c'est plutôt logique, ça m'a pas posé de problème pour le coup, j'ai trouvé que c'était logique de le voir en 30 et voilà, j'étais pas aigri à ce moment-là, j'étais pas désespéré de voir quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit, non, très heureux de voir Sami Zayn en 30 et un Sami Zayn pour le coup, ça je trouve ça dommage, c'est qu'il arrive en 30 mais il se fait éliminer très rapidement, il se fait éliminer 3-4 minutes après, donc ouais, on peut pas dire qu'il y a une grosse prestation de la part de Sami Zayn. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va se retrouver avec un Final Four, donc les 4 derniers. Là, je trouve qu'on est sur quelque chose de très lourd, on est sur quelque chose de très intéressant. Gunther, CM Punk, Cody Rhodes, qui a fait son entrée plus tôt et qui a été assez discret lui aussi, hein, je trouve, dans le Rumble. Et Drew McIntyre, qui a fait son entrée en numéro 29, je crois. Et là, on a un super match parce qu'on va avoir Gunther qui lui va s'occuper de Cody Rhodes et de l'autre côté on va avoir Drew McIntyre qui va s'occuper de CM Punk. Il y a des chops en veux-tu, en voilà, c'est assez violent, ça frappe très très fort et ça me plaît, c'est vraiment très plaisant ce moment-là du match et hyper divertissant. CM Punk et Cody vont finalement réussir à s'occuper de Gunther et de McIntyre, vont les éliminer et donc on se retrouve avec un face-à-face final, Cody Rhodes, CM Punk, les deux grands favoris de ce Royal Rumble 2024. C'était le face-à-face final qu'on attendait, et on l'a eu. On va avoir un gros combat entre les deux, très long hein, d'ailleurs, vraiment très très long. J'ai pas calculé, mais vraiment on a plus d'une dizaine de minutes entre les deux. C'est vraiment excellent ce qui se passe, et c'est un match que t'as envie de voir, finalement, Cody Rhodes, CM Punk, dans un vrai combat 1 contre 1 plus tard. Si CM Punk reste assez longtemps à la WWE, c'est un match que j'imagine bien et que j'aimerais bien voir. On a un gros combat entre les deux, peut-être un peu trop long, peut-être, mais c'est peut-être parce que on n'a pas l'habitude d'avoir des finales qui durent si longtemps que ça. Donc j'ai trouvé ça peut-être un poil long, mais surtout la grosse surprise, on a un CM Punk qui va être peut-être un peu arrogant, qui le dit, hein, je vais pas me faire éliminer par un fils de Dusty Rhodes, ça n'arrivera jamais, qui va vouloir porter son GTS, d'ailleurs revoir le Go to Sleep à la WWE, ça aussi c'est quand même un sacré moment, mais Cody Rhodes va réussir à le surprendre, Cody Rhodes va le surprendre et va éliminer CM Punk pour gagner le Royal Rumble 2024. Cody Rhodes donc fait un back-to-back, il l'avait gagné déjà l'année dernière, il le gagne encore cette année. Il faut savoir que c'est légendaire de faire ça, hein. Il y a très très peu de personnes qui l'ont gagné en back-to-back, je crois que il y a quoi, il y a peut-être du Hogan, il y a peut-être du Austin, je sais pas, mais il y a 3-4 personnes comme ça dans l'histoire. C'est vraiment très rare et le dernier c'est Austin, hein. C'était il y a 30 ans, donc c'est pour vous dire à quel point c'est rare. Grosse surprise, j'avais misé sur CM Punk, on était beaucoup à miser sur CM Punk, et en même temps, je trouve que ça change pas grand chose, dans le sens où, que ce soit Cody Rhodes ou CM Punk qui remporte ce Rumble, la route pour les deux aurait été un peu similaire. Et c'est pour ça que ça me gêne absolument pas que Cody Rhodes l'emporte, déjà parce que j'aime bien Cody Rhodes, et parce que Cody Rhodes CM Punk, pour moi c'était du kiff-kiff, c'était du 50-50 et ça me plaisait, mais parce que finalement, Cody Rhodes va aller à WrestleMania directement, alors que CM Punk va sûrement passer par la case Elimination Chamber pour gagner sa place dans un main event de WrestleMania. Et
moi j'avais imaginé l'inverse. CM Punk qui gagne le Rumble, Cody Rhodes qui va dans Elimination Chamber pour gagner sa place à Mania. Et bah l'inverse, bah me va. Je veux dire, l'inverse ne change pas grand chose. Et je trouve ça bien de nous montrer directement, ouais, Cody Rhodes ira à Mania. Malgré tout ce qu'on peut entendre ces dernières semaines, ces derniers mois, malgré toutes les rumeurs, The Rock, Roman Reigns, non. Le gagnant, le visage de la WWE, qu'on le veuille ou non, c'est Cody Rhodes. C'est Cody Rhodes, le visage de la WWE, avec Roman Reigns, on est d'accord, mais voilà, nous on n'a pas douté. On n'a pas douté, Cody Rhodes fera le main event de WrestleMania 40 face à Roman Reigns. Et je suis tellement content parce qu'on entend tout et son contraire depuis des semaines et des semaines. Les pépés Roman Reigns, désolé, je vous parle beaucoup de vous, mais je vous mets pas tous dans le même sac évidemment, mais vous avez été un peu sur mes côtes et un peu relou ces derniers temps. Je pense que ce moment va vous calmer. Peut-être pas, mais en tout cas, Cody Rhodes va aller dans le main event de Mania. Évidemment, il va choisir Roman Reigns, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat là-dessus. Et là aussi, j'ai aimé la fin où on a Roman Reigns qui est dans les tribunes, qui regarde le match, et Cody Rhodes va le pointer du doigt. Il va certes pointer du doigt le logo de WrestleMania 40, mais il va pointer du doigt Roman Reigns. C'est toi que je viens chercher. C'est toi que je viens chercher pour finir mon histoire. Et ouais, on compte sur toi, Cody, pour finir ton histoire du côté de WrestleMania 40. Bilan de ce Royal Rumble 2024, on va aller sur un 6,5 sur 10. Alors vous allez me dire, mais attends, t'as mis que des 4, 4,25 et 3,75. C'est pas normal qu'on arrive à 6,75, 6,5 sur 10. Pourquoi ? Parce que le show était trop long. Le show s'est terminé à 6h du matin pour nous en France. Il a commencé à 2h du matin, donc un show de 4 heures. Et je le dis depuis toujours, peu importe la qualité du match, peu importe la qualité du show, 4 heures de catch, c'est trop. C'est trop pour moi, certains ne seront pas d'accord, mais moi, 4 heures de catch d'affilée comme ça, c'est trop pour moi et je ne peux pas tenir 4 heures. Ce qui fait qu'à plusieurs reprises pendant le show, je suis pas attentif, je suis moins attentif. Et même sur la fin de match, Cody Rhodes, CM Punk, et pourtant c'est quand même hyper en balance, c'est hyper intéressant. C'est Cody Rhodes qui gagne, l'un de mes catcheurs préférés actuellement, et là j'arrive même pas à être à fond parce que je suis mort. Donc ouais, gros problème de rythme, et on l'a dit tout au long des Rumble, gros problème de rythme en termes de durée aussi, donc ouais, je les punis sévèrement avec cette note, mais pour moi c'est beaucoup trop, c'est vraiment beaucoup trop. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut.